à tous, bienvenue à cette première émission de L'Autre Monde. Mathieu Demers au micro, accompagné de Dominique Lacroix. Salut Dominique. Salut Mathieu. Alors aujourd'hui, première émission, on entre dans le vif du sujet. On va vous présenter un film, Century of the Self, qui en fait qui aborde un thème qui est à la base de notre démarche, donc le contrôle des masses par les médias. Exactement. Et en deuxième lieu, qu'est-ce qu'on va faire? François Marginat, notre correspondant à Taïwan, vous présente sa cyber-revue de presse. Puis, pour terminer, une chronique, un petit babillard, des idées, des suggestions pour alimenter votre semaine. Right on. Alors, Century of the Self, c'est un film qui, personnellement, m'a beaucoup marqué, comme Dominique le disait, sur le contrôle des masses, le contrôle de notre inconscient et de notre pensée. C'est un film aussi que je présente parce que, indirectement, il va nous permettre de présenter un peu certaines thématiques qu'on va aborder à l'émission. Globalement, le film traite du pouvoir de la psychologie comme instrument de contrôle social. C'est un film qui a été produit par la BBC, donc c'est très crédible. Ça a été sorti en 2002, ça a gagné plein de prix. Le documentaire montre vraiment comment furent utilisées les idées de Freud, en fait, sur l'inconscient pour contrôler les foules dans notre âge de démocratie de masse. Plus particulièrement, le film s'attarde sur une personne, Edward Bernays. Edward Bernays, c'est le neveu américain de Freud qui a été fortement inspiré par les idées de son oncle. Et Edward Bernays est le père des relations publiques aux États-Unis. Il a travaillé pour une agence de presse pendant la Première Guerre mondiale. Il a été fasciné par l'influence de la propagande sur les masses et s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça dans une démocratie pour faire de l'ordre et maintenir tous ces gens-là en place. Donc, Edward Bernays, vraiment, c'est lui qui a montré aux compagnies comment s'adresser aux gens, en fait, s'adresser à l'inconscient des gens plus que s'adresser à eux rationnellement. Edward Bernays a eu des connexions avec des gens dans le milieu politique, avec des gens du milieu des affaires, une influence considérable sur le 20e siècle, presque autant que son oncle, mais pourtant, il est inconnu. Demandez aux gens autour de vous, connaissez-vous Edward Bernays? Pas du tout, personne ne le connaît. C'est quelqu'un à connaître et le film nous permet d'en connaître un peu plus sur cette personne-là. Je dois dire que Edward Bernays, avec les corporations, leur a vraiment appris à nous vendre des choses à partir de notre inconscient. Comme je le disais avant, les choses nous étaient vendues, la marchandise était, on en faisait la promotion rationnellement, c'est-à-dire qu'on les présentait en termes fonctionnels, en fonction de leur vertu pratique. Mais avec le temps, faut dire à cette époque-là aussi, bon, c'était avant la crise, mais on avait tout de même peur d'une surproduction. Donc, il fallait assurer une consommation continuelle des masses. Et puis, en s'adressant aux désirs inconscients des gens, on avait beaucoup plus de chances de perpétuer à l'infini ces désirs d'achat frénétiques. Donc, politiquement aussi, je le disais, Edward Bernays a eu beaucoup de contacts et était très proche de certains présidents des États-Unis. Et les techniques de contrôle de la pensée qu'il a appliquées ont fasciné le milieu politique et elles ont évidemment permis de faire émerger des nouvelles idées politiques relatives au contrôle des masses. C'est-à-dire qu'en satisfaisant les désirs égocentriques des individus, eh bien, on les rend heureux et dociles, n'est-ce pas? C'est un peu l'idée du meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Il y a Ernst Junger qui disait cette phrase aussi qui résume assez bien. Il peut y avoir une joie primitive et brute dans une société qui tend tout de même vers une vie d'insecte. Une société, c'est-à-dire bien réglée et très bien conditionnée. Edward Bernays, donc Century of the Self. Faut dire que Freud a beaucoup influencé Bernays sur le plan politique. Freud avait vu dans la Première Guerre mondiale un peu, bon, c'est sûr qu'il y a des raisons politiques, mais il voyait aussi dans les humains des forces enfouies qui risquent de se déployer de manière violente. Donc, pour lui, il devait avoir un certain contrôle social. Et ça a influencé tout le milieu politique. Walter Lippmann, qui était un chroniqueur politique de cette époque-là, a dit « Si l'humain est en réalité animé par des forces inconscientes et irrationnelles, il faut repenser la démocratie en instaurant une élite dont la tâche serait de gérer cette horde déroutée par des techniques psychologiques de contrôle des masses. » C'est toute l'idée de fabrication du consentement dont parle régulièrement Noam Chomsky. Et il faut dire que ces idées-là vont permettre le développement d'une justification du contrôle social par une élite pour le bien même de la démocratie.
Alors, c'est vraiment hallucinant de voir ça. C'est le monde dans lequel on vit, dans le fond. Et puis, le film, dans un deuxième temps, ce qui est intéressant, montre comment, dans les années 60, on a commencé à critiquer ça, à dire on en a assez de se faire contrôler, on veut se libérer, on veut exprimer notre soi véritable plutôt que de se faire conformer à un modèle qui est restreignant puis qui nous étouffe. Alors, c'est tout là qu'on va voir le début des courants psychologiques d'expression de soi, d'expression du soi véritable, donc du non-conformisme. Et tout ce courant-là de retournement vers l'individu va amener une dépolitisation des mouvements sociaux parce qu'il va se développer cette idée que si les gens se libèrent eux-mêmes dans leur tête, dans leur cœur, la société va se transformer d'elle-même. Un peu une idée du politisation du soi, dont ce discours de comment peut-on changer la société si on ne change pas le cœur des hommes, si on s'attarde toujours à des structures extérieures. Idée qui est pas mal, qui est pas mauvaise à la base, qui a des bonnes motivations selon moi, mais qui a culminé dans une espèce de... En ce moment, vous allez chez Renaud Bré, la mode est à la croissance personnelle à l'infini. Mais bon, il faut dire que le film expose quand même un certain dilemme entre l'engagement par une transformation extérieure, par les structures du monde, versus une transformation par le changement des gens eux-mêmes à l'intérieur. Donc, et le film montre aussi quelque chose d'intéressant qui est l'adaptation des compagnies, la récupération de ce mouvement-là d'expression de soi par le capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme s'est conformé au non-conformisme d'une certaine manière en aidant les gens à exprimer leur soi véritable. Mais justement, Mathieu, dans ce que tu me dis, je vois comme 3 tendances là, selon les époques. Dans les années 50, on voit que les masses étaient plutôt moutons, c'est-à-dire qu'on voulait ressembler à notre voisin, on voulait que notre voisin soit exactement notre copie conforme. Puis la publicité était faite en ce sens. Dans les années 70, comme tu dis, avec la contre-culture, on a voulu exploiter l'individualisme. Mais aujourd'hui, avec toute cette tendance de consommation équitable, de consommation écologique, responsable, c'est ça qui nous déculpabilise de consommer. Est-ce que ça serait pas une façon de garder à tout prix le consommateur qui tend à devenir un citoyen plus actif dans le milieu de la consommation? C'est sûr qu'il y a sûrement en place une espèce de déculpabilisation de la culpabilité inconsciente des consommateurs, puis c'est sûr qu'il y a place à la récupération de ce discours-là, de l'orienter vraiment pour conserver les gens dans un espace d'échange marchand. C'est sûr. Toutefois, je pense qu'il faut quand même pas dénoncer trop ardemment ces mouvements-là parce qu'ils témoignent quand même d'une volonté qui est saine, à mon avis, de regard sur ce qu'on consomme et tout. Toutefois, il ne faut pas oublier Mais bon, ça, c'est des sujets au cours on va revenir au cours de la saison. J'aimerais qu'on ait des discussions avec des invités là-dessus, qu'on en discute. Donc voilà, écoutez, Century of the Self, c'est sur notre site Internet. Je vous l'envoie par un autre site sur lequel il se trouve d'informations qui est très bien faite, Information Liberation. Donc, Century of the Self, je le recommande fortement à tous les étudiants en relations publiques qui veulent en savoir plus sur l'origine de leur domaine d'études, ainsi qu'à toute personne, dans le fond, qui s'intéresse à l'histoire de la propagande capitaliste aux États-Unis. Alors, on va tout de suite, pour vous donner un petit break, on va aller en musique avec du dub, et puis après, on va retrouver notre camarade François à Taïwan. Right on! Alors, on rejoint sans plus tarder notre correspondant étranger basé à Taïwan, François Marginan. Salut François. Salut Mathieu, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Right on. Alors, aujourd'hui, on jette un petit coup d'œil sur l'angle de tes chroniques, qui vont être des espèces de cyber-revues de presse de ce qui se fait sur Internet. T'es en plein ça, Mathieu. La chronique va s'appeler Les Nouvelles Internationales. Et puis, on va parler d'un paquet d'informations qui est disponible sur Internet, là, qui est pas beaucoup publicisé, mais qui sort pas de sites mystico-pétés, là. C'est toutes des affaires qui sont soit documentées, qui sont admises publiques puis tout, là, mais qui sont pas relayées là, dans les circuits majeurs des médias, là. Donc, on va traiter des affaires que, dans le fond, on devrait savoir, là, qui sont aussi assez dérangeantes là, dans bien des cas. Surtout dans la perspective où, évidemment, la crédibilité des médias de masse, ces dernières années, de plus en plus, là, c'est admis qu'il y a de la manipulation, du mensonge, de la propagande à souhait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cheminement par rapport à ça? Ben effectivement, puis ça va donner un peu aussi de perspective aux auditeurs là, de qui je suis.
Grossièrement, j'ai étudié en architecture, mais disons que les 10 dernières années, j'ai voyagé beaucoup dans plusieurs pays. Mais là, présentement, je suis en Asie, comme tu as dit, à Taïwan. Pour ce qui est de mon background, je peux dire que je m'informe activement depuis au moins 10 ans à travers des livres, des journaux, documentaires, des conférences, un paquet d'affaires, quoi. Mais depuis 5 ans, je me suis tourné principalement vers Internet, ce qui a coïncidé avec ma découverte aussi de cet outil-là, là, qui, dans le fond, qui est très vaste, là, mais au niveau de l'information, qui m'a... La plupart des informations que je vais chercher de sur Internet est soit relayée par des blogs ou exposée par ce qu'on appelle des blogueurs de sur Internet. Mais bon, évidemment, il y a une immense différence entre un blogueur qui montre ses photos de voyage, là, puis quelqu'un qui, depuis 15 ans, suit l'actualité mondiale là, d'une façon très serrée, là, puis très documentée, là. Donc, on va s'attarder aux sources elles-mêmes et non pas simplement à l'information qu'on retrouve sur des blogs, dans le fond, qui sont des relais d'information. Exactement. On ne va pas traiter de ce que monsieur tout le monde pense, là, de son opinion, mais de plutôt de l'information qu'on peut trouver, là, qui est disponible et qui vient souvent des sources officielles, là. Donc, c'est plutôt dans cette perspective-là de mettre les gens dessus des pistes qui sont déjà très documentées, mais qui restent, qui sont inconnues, quoi. Puis le fait que par passion, puis parce que j'adore ça, quoi. Finalement, je passe en moyenne une 20aine d'heures, moi, dessus l'Internet par semaine, tu vois, en recherche. Puis ça, je fais ça depuis 5 ans, là. Donc, ça inclut l'édition de mon site Internet, là, les Nouvelles Internationales, là, qui est un blog. Qui va être d'ailleurs en lien sur notre site Internet de l'émission. Exact. Les gens vont pouvoir aller continuer, dans le fond, la réflexion sur ton site, s'ils veulent commencer à voir plus sur les sources. C'est ça. Mais on va avoir aussi certains liens directement sur le site de l'émission, sur le site de Choc FM. Exactement. C'est juste question de faire les choses simplement parce que dans le cadre de temps qu'on a, là, on va avoir sûrement 10 minutes, 15 minutes ensemble une fois par semaine. Donc, on n'aura pas le temps de faire toutes les nuances puis de passer au travers de toute l'information. Ce qu'on va faire, c'est faire les highlights, si on veut. Là. On va parler de l'information là, qui est vraiment importante là, à savoir, puis après ça, on va laisser les gens aller naviguer puis aller vérifier par eux-mêmes là, et non croire ce qu'on dit, parce que même nous, on ne sera pas là pour... c'est sûr qu'on va sûrement glisser nos commentaires une fois de temps en temps, mais l'idée, c'est plutôt de mettre les gens sur des pistes qui vont les conduire à des pièces d'information qui sont, dans le fond, qui sont vérifiables. Là. C'est juste que les gens ne savent pas où aller les chercher. Pas intéressant. Donc, en somme, on espère compléter un peu les morceaux manquants du casse-tête de l'information parce que nos mass médias, évidemment, il y a vraiment des pièces manquantes. Souvent, les liens ne sont pas faits aussi entre les différents éléments. L'information est présentée de manière segmentée. Ça fait pas vraiment un tout cohérent. Mathieu, ce qui se passe en ce moment, c'est que les médias de masse sont rendus des compagnies à profit essentiellement. Puis les nouvelles qui nous sont présentées, nous sont présentées dessus un jour très spectaculaire, tu vois, un peu comme un show de divertissement. Ce qui fait que dans le fond, ils peuvent attirer plus d'auditoire, quoi, puis vendre leur auditorat à des compagnies de publicité. Mais l'information est pas complète, est spectacularisée, si on pourrait dire entre parenthèses. Mais il n'y a jamais de profondeur, ils vont jamais vraiment dans les détails, puis surtout pas faire les liens, comme tu disais. C'est ça qui est le problème, puis je pense que c'est ça qui fait que les gens deviennent de plus en plus frustrés, puis même cyniques face à toute cette situation-là, puis ils cherchent ailleurs pour s'informer puis connaître la vérité. Puis je pense d'ailleurs, que les journaux subissent des baisses d'abonnements assez spectaculaires ces dernières années. C'est ça qui arrive juste aux États-Unis. Les quelques dernières années, les principaux journaux des grandes villes américaines ont perdu 60% de leurs abonnés, ce qui est énorme. Puis là, de l'autre côté, on regarde sur Internet les sites majeurs qui sont établis depuis des années, tu sais, qu'on suit régulièrement, puis eux autres, écoute, leur taux de visiteurs est en hausse fulgurante, tu vois, comme le site de Global Research de Michel Chostovsky, professeur à l'Université d'Ottawa, je pense. En économie, ben ouais, tu vois, ils reçoivent des 40 à 80 millions de visiteurs par jour, donc à un moment donné, on est rendu plus élevé que le tirage du Journal de Montréal, là. Dans l'univers Internet, il faut faire la différence entre c'est quoi un blog puis c'est quoi un flog. Donc, tu as des vrais blogs, comme je te disais, tu as une panoplie de blogs qui traitent d'un paquet de sujets différents, mais évidemment, nous, on va s'intéresser aux blogs qui traitent de l'information, qui relaient l'information
dans le fond, qui est l'autre versant de la réalité, si tu veux, que les mass médias nous présentent pas. Et les vlogs. C'est quoi un vlog? Ben, c'est ce qu'ils appellent les fake vlogs. C'est des sites Internet qui sont, dans le fond, financés par soit des compagnies, soit par des agents du gouvernement, soit par le Pentagone. Exactement, des gros lobbies. Garde, là, le 15 décembre. Psychological warfare. C'est ce que c'est. Je vais te donner 2 exemples rapidement. Tu as Sony, le 15 décembre dernier, qui a dû admettre d'avoir créé un blog prétendant, dans le fond, là, que ses produits étaient merveilleux puis qu'on voulait ça juste pour Noël. Finalement, on était obligé d'admettre que c'était eux qui finançaient ça. C'était des gens qui étaient payés par Sony. Donc, c'est ça un vlog, tu vois. C'est pas des vrais gens qui, dans le fond, qui sont honnêtes en amenant leurs propos. C'est qu'ils ont un agenda, ils sont financés par des gens, mais ils révèlent pas leurs liens. Tu vois, dans le communauté Internet, il y a vraiment une communauté de gens qui rendent ça depuis, je te dirais, beaucoup d'années, là, au-dessus de 10 ans, 15 ans. Là. Puis c'est rendu un centre là, qui est assez autonome puis qui est capable de, dans le fond, gérer ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Ce qui colle pas de sur Internet, ce qui est des informations, ne tient pas bien longtemps dans l'univers Internet. Mais il y a comme une régulation qui se fait par une certaine communauté qui a acquis une crédibilité au sein de cet espace-là. Qui a une crédibilité parce que, justement, ces sources sont tout le temps vérifiables, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, quand quelqu'un arrive avec de quoi qui est pas vérifiable, tu vois, ou ben non, qui était pas vrai, puis qu'on s'en rend compte après un certain temps, je veux dire, ils sont mis à l'écart assez rapidement. C'est assez impressionnant, je peux te dire. C'était là où t'es déchu, quoi. Donc, encore une fois, la lutte est vraiment partout, que ce soit à la télévision, Internet aussi, dans le fond, est soumis à cette même lutte d'intérêt. Ben, c'est que le contrôle de l'information est un outil de pouvoir incroyable. Exactement. D'où l'importance d'avoir, nous, le peuple, cet accès à l'information sur Internet, mais de le faire d'une manière qui va être intelligente. Exactement. Ben, c'est déjà en train de se passer, Mathieu. Puis écoute, j'avais quelques exemples à amener, dont tu vois les élections aux États-Unis en novembre dernier, où 15% des Américains ont déclaré avoir cherché puis dépendaient de l'Internet pour leur information politique puis électorale, comparé à 7% seulement en 2002. Et puis, il prévoit, tu vois, doubler encore en l'an 2008. Donc, c'est une immense influence, tu comprends? Ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, comme je te disais, c'est les sites alternatifs qui sont en hausse fulgurante, comparés aux mass médias qui sont en baisse. Dans le fond, c'est de faire comprendre aux gens que l'Internet est en train de devenir un outil qui est en train de servir le peuple d'une façon incroyable, parce qu'on est en train, dans le fond, de révolutionner la façon dont l'information est disséminée dans la population, dans la société, puis globalement, mondialement. Donc, d'où l'importance de ne pas laisser cet outil-là à n'importe qui, puis de se l'approprier aussi. Je pense qu'on veut favoriser, comme l'émission, dans le fond, veut mettre l'accent sur d'inviter les gens à l'action. Je pense que dans ce domaine-là, ça s'applique totalement aussi d'être présent dans cet espace-là, puis de lutter pour que cet espace-là nous appartienne, puis qu'il soit le reflet de ce qu'on est, puis de ce qu'on veut savoir. Oui, parce que regarde, prends juste brièvement les exemples des manifestations contre la guerre contre l'Irak, là, juste avant le début, en mars 2003. Les manifestations mondiales ont été toutes coordonnées par Internet, tu comprends? Donc, c'est là toute la puissance. Donc, l'action, c'est pas... Certains pourraient dire, c'est un espace purement de l'esprit, c'est désincarné comme implication sociale, mais on voit que ça sert l'action, ça sert l'implication. Exactement. Puis pour connecter, si on peut dire, à la vraie vie. Exactement, Mathieu. François, le temps file absolument vite. Notre émission dure seulement une demi-heure. On va avoir la chance de continuer la réflexion la semaine prochaine. Écoute, pour terminer, juste pour, dans le fond, appuyer ce que tu viens d'ajouter, là, c'est que la preuve que l'Internet est en train de devenir une menace pour ce qu'on appelle, en parenthèse, l'élite ou l'establishment, c'est qu'il y a des tentatives, autant en Amérique qu'en Europe, de fermer Internet, puis de rouvrir un Internet 2 qui va être simplement géré par les compagnies sur lesquelles il va falloir que tu demandes accès, puis que tu présentes à l'avance tes idées que tu veux avancer dessus tes sites Internet pour être approuvé. Donc, on parle de censure. Donc, c'est un outil fantastique qu'on va apprendre à découvrir ensemble, mon cher Mathieu, à travers les nouvelles internationales. Donc, on s'inquiète bientôt et puis on se reparle la semaine prochaine. On se reparle très rapidement. OK.